Bienvenue dans l'épisode 847 de la série la plus barrée de l'histoire de la finance moderne. Au programme cette semaine, on a une guerre en Iran qui se termine le matin et qui recommence l'après-midi. Un président américain qui joue à la bataille navale sur Truth Social entre deux interviews sur Fox Business, un détroit d'Ormuz transformé en porte battante de saloon dans un mauvais western et un S&P 500 qui explose les 7100 points pendant que le Nasdaq enquille 13 séances de hausse consécutive. 13, c'est un record qu'on n'avait plus vu depuis 1992. À l'époque, on dansait encore sur les Spice Girls et Bill Clinton venait d'être élu. Voilà. Donc pendant que le monde part en vrille, que la crise économique menace et que le choc pétrolier n'est pas réglé, Wall Street bat des records historiques. Et si vous pensez que ça peut pas être plus délirant, attendez la suite. Non, parce que là, j'ai une histoire à vous raconter. L'histoire de ce que les investisseurs appellent dorénavant le buy the peace. Et cette histoire, c'est celle du week-end. Parce que depuis l'arrivée de Trump 2.0, les week-ends, c'est devenu sportif. Et celui-là, il était pas mal au niveau sportif. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 20 avril 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. S'il y a bien une chose que les Américains savent faire, à part vendre du soda qui ronge l'émail des dents et produire des séries télévisées de 15 saisons, c'est ménager le suspense. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on a pris l'habitude d'une règle quasi immuable, quasi constitutionnelle. Il se passe toujours quelque chose le week-end. Et tous les lundis, comme par enchantement, on se retrouve avec notre petit déjeuner géopolitique servi chaud, une pincée d'économie fraîche et un zeste de crise financière par-dessus. C'est devenu une espèce de rituel, un peu comme aller chez le dentiste, mais en plus cher. Le week-end qui vient de s'achever n'a évidemment pas dérogé à la règle. Avant de vous plonger dans les eaux troubles du détroit d'Ormuz et dans les méandres d'un accord de paix qui ressemble de plus en plus à un contrat de mariage arrangé entre deux ennemis jurés, il faut bien comprendre une chose. Depuis la semaine dernière, le marché a déjà anticipé la paix. Point. La paix est dans les prix, elle est digérée, elle est absorbée, elle est intégrée et les investisseurs sont passés déjà à autre chose. Alors oui, ce matin, les futurs américains baissent d'un peu moins d'1%. Pourquoi ? Eh bien parce que les Américains et les Iraniens continuent de jouer à celui qui a la plus grosse marine dans le détroit d'Ormuz et à celui qui troll l'autre le mieux sur les réseaux sociaux. C'est touchant, on dirait presque deux ados qui s'adorent et se détestent en même temps et qui passent leur temps à se bloquer sur TikTok. Mais au fond, tout au fond du cœur torturé des investisseurs du monde entier, la paix n'est plus qu'une question de calendrier. Les marchés regardent déjà l'après, ils se reconcentrent sur ce qui compte vraiment, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies qui vont probablement remplacer votre comptable, votre avocat et vos softwares d'ici 18 mois. On l'a vu la semaine dernière, les marchés sont ultra réceptifs aux bonnes nouvelles et digèrent les mauvaises avec un estomac qui est littéralement en béton. Même les reports de plan de paix au calendrier grec passent comme une lettre à la poste parce qu'au final, tout le monde le sait, Trump ne peut pas se permettre de s'enliser dans cette guerre ridicule. Pas avec les midterms qui arrivent, pas avec une économie mondiale qui commence à avoir de sérieuses migraines. Reprenons donc depuis le début. La semaine dernière, on avait démarré avec des pourparlers de paix qui se sont magistralement plantés. On avait enchaîné avec un Trump qui passait ses journées au téléphone avec des gens en Iran. On ne saura jamais exactement lesquels, mais bon, c'est un détail. Et on avait conclu la semaine au plus haut de tous les temps avec l'Iran qui avait annoncé officiellement une opération open bar pour le détroit d'Ormuz. Ouverture totale, libre circulation, c'était tout simplement la fête. Et coïncidence absolument troublante, cette annonce est tombée pile dans les dernières heures de trading du vendredi. Comme ça, les traders iraniens ont pu liquider tranquillement leur position sur le Nasdaq au top absolu de la semaine. Le pétrole s'est ensuite effondré de 13% sur 48 heures, pardon. Et puis, je parlerai pas, mais alors vraiment, je ne parlerai pas des positions massives short pétrole qui ont été ouvertes exactement 20 minutes avant l'annonce officielle de la réouverture du détroit
Je ne dirai rien sur ce sujet-là. Ça, c'est dans les livres d'histoire. Maintenant, il y a tellement longtemps que les magouilles boursières à ciel ouvert ne choquent plus personne qu'on a fini par les inscrire au patrimoine de l'humanité. Bref, vendredi soir, tout le monde était heureux, on vivait dans un monde de paix, ou presque, avec des perspectives financières dignes d'une série Netflix, où les gentils, bien sûr, elles gagnent à la fin. Le pétrole était tombé au fond du bac, pas encore à 60$, mais à 20$ près, on va pas chipoter. Le S&P 500 avait pulvérisé les 7000 points, le Nasdaq grimpait comme un singe sur un palmier, et l'indice des semi-conducteurs était clairement sous stéroïdes, parce que depuis 2 semaines, l'IA est redevenu ce joli conte de fées qu'on connaissait avant cette histoire de guerre en Iran. Tout était donc très bien, tout finissait donc très bien, champagne pour tout le monde, et puis samedi matin, réveil brutal, les Iraniens ont refermé le détroit d'Ormuz. Pourquoi ? Parce que les Américains, eux, n'avaient jamais levé leur blocus. Évidemment, on reparle de pourparlers de paix à Islamabad, Trump envoie ses troupes sur place, coup de théâtre, les Iraniens refusent d'y aller, sans blague, les Américains sont trop exigeants selon eux. Oui, parce qu'ils veulent pas revenir à la case départ et laisser l'Iran reprendre tranquillement sa petite fabrique d'armes nucléaires comme si de rien n'était. Les Iraniens trouvent ça pas très gentil. Et dans la foulée, parce qu'on ne s'ennuie jamais dans cette histoire, les Iraniens ont commencé à canarder les pétroliers qui tentaient de traverser le détroit. Réponse du berger à la bergère, et hier soir, les Américains ont arraisonné et saisi un cargo iranien. On en est là, et quand je dis on en est là, comprenez à l'heure où je vous parle, parce qu'à la vitesse où ça tire, où ça tweet, on n'est absolument pas couché ce soir. Là, il est 8h du matin au moment où je tourne cette vidéo, mais je ne sais vraiment pas ce qui va et ce qui peut se passer entre le moment où je l'enregistre et le moment où je vais la publier. Résultat du sketch, le baril de WTI remonte à 87$, le Brent à 95$. Les futurs américains sont en baisse de 0,6%, et les pourparlers sont remis en question, et, ah oui, petit détail qui a son importance, le cessez-le-feu prend fin le 22, c'est-à-dire dans à peu près 48 heures. Mais bon, au rythme où ça va, au rythme où les événements s'enchaînent, absolument tout peut arriver, la paix éternelle ou la 3e guerre mondiale, personne ne le sait vraiment, et c'est exactement ça qui est génial. Mais rassurez-vous, il y a une bonne nouvelle. Oui, une vraie bonne nouvelle. Pendant qu'on constate que toute cette histoire frôle dangereusement le tout grand n'importe quoi intégral, entre un pays qui vient de se faire pilonner pendant 6 semaines, mais qui veut faire croire au monde entier qu'il est aussi puissant qu'au premier jour, et un président américain qui joue son avenir politique et l'économie mondiale à pile ou face sur son compte Truth Social, on observe quand même un phénomène fascinant. Les marchés sont devenus immunisés. Oui, ils paniquent de moins en moins. À chaque nouvelle qui sera de toute façon démentie demain matin, ils répondent par un haussement d'épaule collectif. Et ils sont carrément ultra réceptifs aux excellentes nouvelles. J'en veux pour preuve la séance de vendredi. Le baril a plongé de 13% en 2 séances sur l'annonce de la réouverture d'Ormuz, 13%. Et ce matin, après la refermeture du dit détroit, on récupère péniblement 4,7%, comme si personne n'y croyait vraiment. Comme si tout le monde s'était déjà dit « Bon, ok, c'est fermé aujourd'hui, mais demain ça ouvrira, alors pas de stress, c'est bon. » Il n'y a qu'à acheter. Les bourses mondiales sont devenues complètement immunisées contre la guerre et les inepties que les belligérants balancent à longueur de journée sur X. C'est devenu une espèce d'anticorps financier, un vaccin comportemental. Avant, on avait la stratégie du buy the dip. Maintenant, mesdames et messieurs, nous avons donc la stratégie du buy the peace. On achète la paix, on la préachète, on l'achète avant qu'elle existe, parce qu'on sait qu'inévitablement, elle va arriver un jour. Alors ce matin, et l'ouverture s'annonce un poil sous pression, d'accord, mais franchement, avec le temps, on a pris l'habitude, on a nos petits rituels, nos mécanismes d'adaptation, et à moins qu'il y ait un réel, concret, tangible, gros changement, genre Trump annonce que ce soir, c'est la fin du cessez-le-feu et c'est le retour à l'âge de pierre pour Téhéran, il n'y a aucune raison de paniquer. Et encore, c'est même pas sûr que ça suffise pour faire paniquer le marché. Je vais vous faire une confidence. Nous sommes devenus tellement résilients, tellement profondément convaincus du retour à la paix à moyen terme, que même si demain matin les Américains nous rejouaient le débarquement de Normandie, mais à Téhéran, eh ben on dirait « Ah cool, la guerre est bientôt finie alors, on peut acheter des semi-conducteurs ». C'est assez fou, mais globalement, j'ai l'impression que c'est vrai. La peur a quitté nos vies d'investisseurs, la guerre ne fait plus partie de nos angoisses, et au fond, on sait tous très bien que les guerres n'ont jamais durablement impacté les bourses mondiales. C'est historiquement documenté, sauf peut-être si la guerre avait lieu en plein milieu de la Silicon Valley,
là on aurait peut-être un petit frisson, mais bon, visiblement, on n'en est pas là. Passons donc à l'Asie d'ailleurs, c'est la meilleure des exemples de tout. Ce continent qui nous offre chaque matin sa petite symphonie boursière pendant qu'on dort encore du sommeil du juste. Ce week-end, Trump a passé son temps à menacer l'Iran de le raser, centrale électrique par centrale électrique. Il a aussi consacré plusieurs heures de son précieux emploi du temps présidentiel à jouer à la bataille navale grandeur nature, on en a parlé. Et qu'est-ce que font les marchés asiatiques face à tout ça? Ils ont regardé, ils ont réfléchi un peu, 30 secondes, et puis ils ont décidé que finalement, c'était pas si grave. Ce matin, le Nikkei monte de 1%, le Kospi coréen grimpe de 1,1%, Shanghai gagne 0,8%, tout le monde est content, et puis absolument plus personne n'en a rien à cirer du prix du baril ou du fait que le détroit d'Ormuz soit devenu un chantier diplomatique à ciel ouvert. C'est ce qui arrive quand un président menace un pays de destruction totale sur les réseaux sociaux avec la régularité d'un métronome. À un moment, les traders arrêtent de paniquer, pas parce que la situation est moins dangereuse, non, mais parce qu'ils ont appris. Ils ont identifié le pattern. Trump menace, Trump recule, Trump tweet, Trump négocie, Trump fait volte-face en expliquant que c'est son plan depuis le début, et hop, on recommence, Trump menace, Trump recule, Trump tweet, Trump négocie, Trump fait volte-face, etc., etc. C'est documenté. C'est absurde, mais c'est documenté. Le marché a donc intégré le chaos comme une variable, ce qui est, selon votre humeur du jour, soit un signe de maturité, soit un signe d'épuisement collectif. Peut-être que c'est carrément les deux à la fois. La vraie locomotive de la séance asiatique, c'est comme d'habitude la tech et toujours la tech. SK Hynix bondit de plus de 3% parce que la boîte a annoncé qu'elle va produire des modules serveurs pour les prochaines chips Nvidia, les fameuses Vera Rubin. Et comme Wall Street a terminé la semaine dernière sur des records absolus, le Nasdaq a plus de 6,8% de performance sur la semaine avec 13 séances de hausse consécutives, on le sait, et une première depuis 1992, et que le S&P 500 est au-dessus des 7100, l'Asie a simplement suivi le mouvement. C'est la mondialisation financière dans toute sa splendeur. Quand l'Amérique éternue, l'Asie dit à vos souhaits, et elle achète des semi-conducteurs. Pendant ce temps-là, la Banque populaire de Chine maintient ses taux directeurs inchangés pour le 11e mois d'affilée. Niveau à retenir autrement pour démarrer la semaine, l'or est à 4811, le rendement du 10 ans américain à 4,26, le Bitcoin flirte avec les 75 000 $ et le 10 ans japonais est à 2,39%. Énorme par rapport aux 0% d'il y a quelques années, mais moins pire que les 2,5% de la semaine passée. On s'accroche donc aux petites victoires. Passons maintenant au sujet brûlant de la semaine, et pour une fois, je ne parle pas du Moyen-Orient, je parle de Kevin Warsh, le futur, peut-être probablement, on verra, patron de la Réserve fédérale américaine. Demain, Kevin Warsh passera devant la commission bancaire du Sénat pour son audition de confirmation. Et ce sera un moment quand même relativement savoureux parce que Warsh a une mission quasi impossible, expliquer publiquement comment il compte baisser les taux d'intérêt dans un contexte où tout pousse dans le sens contraire. Rappelons rapidement le CV de Kevin, il a été gouverneur de la Fed entre 2006 et 2011 et depuis qu'il est parti de la Fed, il s'est fait une mission sacrée, dire du mal de la Fed à chaque occasion. Conférences, tribunes, interviews, podcasts, probablement mariage et bar mitzvah, et pendant 15 ans, il a descendu en flammes la politique monétaire américaine. Et c'est précisément pour ça que Trump l'a choisi en janvier pour remplacer Jerome Powell, dont le mandat, on le sait tous, expire en mai. Trump aime les gens qui font du mal aux institutions qu'il déteste, c'est son truc. Petit problème, le vote d'approbation pourrait être bloqué par un sénateur républicain récalcitrant. Mais bon, Trump trouve toujours des solutions, il a plus d'un tour dans son sac. La vraie question que tout le monde se pose à Wall Street ce matin, en ce début de semaine, c'est comment Warsh va-t-il tenir sa promesse implicite à Trump de baisser les taux dans un contexte où l'inflation est à son plus haut depuis 2 ans, où la guerre en Iran fait flamber le pétrole vers les 100 $ régulièrement et où ses futurs collègues du FOMC regardent l'idée de baisser les taux avec à peu près autant d'enthousiasme qu'une limace écrasée à l'entrée d'un potager. Et là, attention, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Warsh a une idée géniale, peut-être diabolique, réduire le bilan de la Fed. Le bilan de la Fed, pour celles qui n'ont pas passé leur licence d'économie, comme moi, c'est plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs. Des bons du trésor, des mortgage-backed securities, tout ce que Ben Bernanke, à l'époque, avait racheté en mode panique absolue en 2008 et que ses successeurs ont continué d'accumuler comme ces gens qui n'arrivent pas à jeter leur vieux meuble Ikea qui date de 2003 et qui s'effondre au fond du salon. Le placard est plein à craquer. La thèse de Warsh, c'est que, c'est là que ça devient beau, c'est que réduire ce bilan de 1000 milliards équivaudrait à une hausse des taux de 50 points de base. Donc logiquement, mathématiquement et imparablement,
Si on réduit le bilan de 1000 milliards et qu'on baisse les taux de 50 points de base derrière pour compenser, on a techniquement baissé les taux sans avoir réellement changé la politique monétaire. Mais on a baissé les taux. Vous suivez? Warsh resserre d'une main, assouplit de l'autre et va dire à Trump qu'il a baissé les taux. C'est du jonglage comptable de haute voltige avec l'économie mondiale en guise de filet de sécurité. C'est juste magnifique, c'est terrifiant et c'est très américain à la fois. Et Trump dans tout ça? Trump, lui, il a déclaré sur Fox Business, je cite, quand Kevin arrivera, les taux baisseront. Point final. Pas de peut-être, pas de si les conditions le permettent, pas de dans le respect de l'indépendance monétaire. Non, les taux baisseront. Point final. Trump a même osé une plaisanterie, officiellement en disant qu'il poursuivrait Warsh en justice si les taux ne baissaient pas assez vite. C'est drôle. C'est drôle, mais on rit pas trop fort parce qu'on n'est plus complètement certain que c'était vraiment une blague. Les économistes sérieux, eux, restent sceptiques. Un ex-conseiller de Powell explique que le raisonnement est globalement plausible, mais loin d'être une certitude. Traduction au langage courant, ça peut marcher ou ça peut tout faire exploser, on n'en sait rien. Chez Bank of America, on dit que le marché accueillerait cet argument avec un haut degré de scepticisme, et au Peterson Institute, on estime que ça pourrait justifier 100 points de base, de baisse, cumulés, 50 pour la réduction du bilan, et 50 une fois que l'inflation liée aux tarifs douaniers et à la crise iranienne se sera calmée. Ce qui implique quand même d'attendre que l'Iran se calme. Ce qui n'est, disons-le poliment, pas forcément gagné dans l'immédiat, là, maintenant, tout de suite, même si ça peut changer dans le quart d'heure qui suit. Et maintenant, le vrai problème, le gros problème, celui que personne n'ose formuler à voix haute, réduire le bilan de la Fed de manière significative, ça prend des années. Pas des semaines, pas des mois, des années. Et modifier les règles prudentielles qui forcent les banques à détenir des réserves colossales à la Fed, ça prend encore plus longtemps. On parle de réglementation construite patiemment sur 20 ans depuis la crise de 2008. C'est un Airbus A380, ça tourne pas comme un scooter. En clair, les vraies baisses de taux n'arriveront probablement pas avant les midterms. Pas sûr que Trump partage cette vision tempérée. Entre mai et novembre, il aura largement le temps de mettre la pression sur celui qui est encore son protégé. Et qu'est-ce qui se passera quand Trump perdra patience avec son protégé? On a déjà vu le film, on connaît la fin. Elle implique généralement des tweets vengeurs à 3h du matin. En résumé, Warsh propose de baisser les taux, en ne baissant pas vraiment les taux, dans un calendrier qui pourrait s'étaler jusqu'après les élections, face à un FOMC majoritairement hostile, avec une inflation au plus haut depuis 2 ans et un pétrole qui fait du trapèze autour des $100. Et Trump a dit, quand Kevin arrivera, les taux baisseront. Demain, devant le Sénat, ce sera soit un numéro d'équilibriste exceptionnel, soit un carnage en direct. Mais bon, c'est pas grave, on pourra toujours acheter de l'IA. Voilà donc à quoi ressemble une journée dans le monde merveilleux de la finance un lundi matin. L'Iran qui ferme, ouvre et referme le détroit d'Ormuz, comme Trump qui tweet des listes de bombardements entre 2 interviews sur Fox News et l'annonce d'un traité de paix qui n'existe pas. Un futur patron de la Fed qui va devoir expliquer au Sénat comment baisser les taux sans vraiment les baisser, et des marchés qui regardent tout ça en haussant les épaules et en achetant des semi-conducteurs. Nous avons collectivement décidé, sans nous être vraiment concertés d'ailleurs, que la guerre, l'inflation, le chaos diplomatique et les menaces nucléaires à peine voilées, c'était du bruit de fond, de la musique d'ascenseur géopolitique. On n'écoute plus, on achète le dip, on parie sur la paix et on recommence le lundi suivant. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau Morning Bull Live pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, très belle journée à tous et à demain. Bye bye! Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.